Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. La découverte du dossier survint par hasard, comme souvent les vérités que l'on préfère enterrer. C'était en 1967, lors de la démolition de l'ancienne mairie de Roussillon, que l'ouvrier Pierre Mallard enfonça sa pioche dans un mur qui n'aurait jamais dû céder. Derrière les briques poussiéreuses, une cavité secrète révéla une malle en fer forgé, rongée par le temps et l'humidité. À l'intérieur, enveloppés dans un tissu de velours noir dévoré par les mites, reposaient des documents jaunis, certains à moitié brûlés, d'autres illisibles tant l'encre avait coulé comme du sang séché. Le nom inscrit sur la première page était celui que tout le monde en Provence connaissait, celui qui ornait encore les plaques commémoratives et les tombes du cimetière principal. Belmont. Mais ce dossier-là, personne ne l'avait jamais vu. Personne n'était censé le voir. Les Belmont régnaient sur la région depuis 3 générations. Leur fortune provenait de la lavande, du commerce du vin et de terre qui s'étendait jusqu'aux collines ocres. Leur demeure, le domaine des ombres, se dressait à la sortie du village, majestueuse et austère, entourée de cyprès noirs qui formaient comme une barrière entre le monde des vivants et quelque chose d'autre, quelque chose que les villageois préféraient ne pas nommer. On disait que la famille avait toujours eu des secrets, mais ce que contenait ce dossier dépassait l'imagination la plus sombre. Les premières pages racontaient une vie ordinaire, presque ennuyeuse, réception, achat de terre, correspondance avec des négociants marseillais. Puis, sans transition, à la date du 11 octobre 1892, l'écriture changeait. Elle devenait nerveuse, tremblante, presque illisible, et les mots eux-mêmes semblaient porter une terreur indicible. Ce soir, nous avons entendu les pas. Ils viennent du grenier, mais personne n'y est monté depuis des années. Marguerite refuse de quitter sa chambre. Elle dit qu'elle a vu quelque chose à travers la fenêtre, une silhouette blanche debout dans le jardin qui la regardait sans bouger. Quand j'ai couru dehors avec la lanterne, il n'y avait rien, seulement les rosiers, et cette odeur étrange, comme de la chair brûlée mélangée à de la lavande. Ces lignes étaient signées par Édouard Belmont, le patriarche de la famille, homme réputé pour son pragmatisme et sa froideur. Qu'un tel homme consigne de tels événements dans un journal intime était déjà troublant. Mais ce qui suivait glaçait le sang. Les témoignages s'accumulaient, chaque jour plus étrange, plus effrayant. Le 12 octobre, la servante principale, Louise Garnier, avait disparu pendant 3 heures. On l'avait retrouvée dans la cave, recroquevillée dans un coin, les yeux vides, incapable de parler pendant 2 jours entiers. Quand elle avait enfin retrouvé la parole, elle n'avait prononcé qu'une seule phrase, encore et encore, comme une litanie de damnés. Elle est revenue. Elle nous veut tous. Qui était-elle? Le dossier ne le précisait pas immédiatement, mais des indices se glissaient entre les lignes, comme des murmures venus d'outre-tombe. Il était question d'une certaine Amélie, fille cadette des Belmont, morte à l'âge de 17 ans, en 1889. Les circonstances de sa mort n'avaient jamais été éclaircies. Le certificat de décès mentionnait une fièvre soudaine, mais des rumeurs avaient circulé dans le village. On parlait d'une chute dans les escaliers, d'un accident dans la cave. Certains, plus téméraires, évoquaient un suicide. D'autres, encore plus audacieux, murmuraient le mot que personne n'osait prononcer à voix haute. Meurtre. Amélie Belmont avait été une jeune fille étrange, disait-on. Elle passait des heures seule dans le jardin, parlant aux fleurs comme si elles lui répondaient. Elle dessinait des symboles bizarres dans ses cahiers. Elle refusait de se confesser au curé, prétendant que Dieu lui-même ne comprendrait pas ce qu'elle avait à dire. Le 13 octobre 1892, soit 3 ans jour pour jour après la mort d'Amélie, la situation au domaine des ombres bascula dans l'horreur pure. Le journal d'Édouard Belmont devenait presque illisible. Les mots étaient griffonnés dans tous les sens. Des taches d'encre maculaient le papier. Les portes s'ouvrent toutes seules, toutes en même temps. Nous les fermons à clé, nous les barricadons, mais au milieu de la nuit, elles s'ouvrent à nouveau. Et ce rire d'enfant que nous entendons dans les couloirs. Marguerite est devenue folle. Elle hurle qu'Amélie est là, qu'elle la voit partout, qu'elle lui parle. Mon fils Antoine refuse de descendre de sa chambre. Il a cloué sa porte de l'intérieur. La servante a démissionné ce matin, en larmes, en nous suppliant de quitter cette maison maudite. Mais comment pourrions-nous partir? Cette demeure est tout ce que nous avons. Et puis, où que nous allions, elle nous suivrait. Je le sais. Je sens sa présence. Elle est là,
dans chaque ombre, dans chaque reflet des miroirs. Les témoignages des domestiques qui avaient osé rester confirmaient cette descente dans la terreur collective. Jules Ferrier, le jardinier, avait raconté qu'il avait vu toutes les fenêtres du premier étage s'illuminer simultanément, alors que la famille jurait que personne n'avait allumé de lampe. Clotilde Bertrand, la cuisinière, avait affirmé qu'elle avait trouvé la table du salon dressée pour le petit déjeuner, avec une assiette supplémentaire, toujours la même, celle qui portait les initiales AB, Amélie Belmont. Personne ne l'avait mise là. Personne ne voulait toucher cette assiette qui semblait irradier un froid glacial, comme si elle venait directement du royaume des morts. Le 14 octobre, la nuit devint interminable. Selon le témoignage fragmenté d'Antoine Belmont, consigné dans une lettre qu'il avait réussi à faire parvenir à son ami d'enfance, avant que tout ne bascule définitivement, la maison entière s'était mise à vivre d'une vie propre. Les horloges sonnaient à contretemps, créant une cacophonie insupportable. Les miroirs reflétèrent des images qui n'auraient pas dû exister, des silhouettes qui se déplaçaient alors que personne ne bougeait, des visages qui apparaissaient et disparaissaient comme des spectres. Et surtout, il y avait cette musique. Une mélodie de boîte à musique, celle qu'Amélie aimait tant, qui résonnait dans toute la demeure, venant de nulle part et de partout à la fois. Antoine écrivait avec une urgence désespérée. « Si tu lis ces lignes, c'est que je suis déjà mort, ou pire. » Nous aurions dû dire la vérité. Nous aurions dû avouer ce que nous lui avons fait. Maintenant, il est trop tard. Elle réclame son dû. Elle veut que nous payions. Et nous paierons. Le sang appelle le sang. Que signifiaient ces mots énigmatiques? Le dossier contenait un document encore plus troublant. Un rapport de police non officiel, daté du 16 octobre 1892, rédigé par le brigadier Marcel Durand. Cet homme, connu pour son intégrité, avait été appelé au domaine des ombres par un villageois inquiet qui affirmait avoir entendu des cris terrifiants pendant 3 nuits consécutives. Quand Durand était arrivé sur place avec 2 gendarmes, ils avaient trouvé la grande porte d'entrée grande ouverte, battant au vent comme une invitation sinistre. À l'intérieur, le silence était absolu, un silence lourd, presque palpable, qui pesait sur les épaules comme une chape de plomb. Les pièces étaient dans un désordre indescriptible. Meubles renversés, miroirs brisés, tableaux arrachés des murs. Des traces de griffures couraient le long des boiseries, si profondes qu'elles semblaient avoir été faites par des ongles métalliques. Et partout cette odeur de lavande brûlée qui prenait à la gorge. Mais le plus terrifiant restait à venir. Dans le salon principal, les gendarmes découvrirent la famille Belmont au complet. Édouard, Marguerite, Antoine et la dernière servante encore présente, Marie Dubois. Ils étaient assis autour de la table, parfaitement immobiles, les yeux grands ouverts fixant le vide. Vivant mais absent. Quand Durand s'approcha d'Édouard et posa une main sur son épaule, l'homme ne réagit pas. Pas un battement de cils, pas un frémissement. C'était comme s'ils avaient tous été vidés de leur essence, transformés en coquilles vides. Le médecin appelé en urgence, le docteur Lavoisier, ne put établir aucun diagnostic cohérent. Leur cœur battait, leurs poumons respiraient, mais leur esprit avait disparu quelque part où la science ne pouvait pas les suivre. Ils furent transportés à l'asile de Marseille, où ils restèrent dans cet état catatonique jusqu'à leur mort, survenue pour chacun d'eux dans les 6 mois qui suivirent, toujours à la même date, le 11 de chaque mois, comme un compte à rebours macabre. Le rapport de Durand ne s'arrêtait pas là. L'enquête avait révélé des éléments que personne n'avait voulu rendre publics à l'époque. En fouillant le grenier, les gendarmes avaient découvert une pièce secrète, dissimulée derrière une fausse cloison. C'était une petite chambre sans fenêtre, aux murs nus et froids. Au centre, une chaise en bois, des cordes encore attachées aux accoudoirs. Sur le sol, des traces sombres que le docteur Lavoisier identifia sans hésitation comme du sang séché depuis plusieurs années. Et sur le mur du fond, gravé profondément dans la pierre, avec ce qui devait être un clou ou un couteau, un message qui glaça le sang de tous ceux qui le lurent: « Ils m'ont enfermé ici jusqu'à ce que je meure. Maintenant, c'est mon tour de les enfermer pour l'éternité. » L'écriture était celle d'Amélie. Une analyse graphologique le confirma plus tard. La jeune fille n'était pas morte d'une fièvre, ni d'une chute, ni d'un suicide. Elle avait été séquestrée dans cette chambre secrète par sa propre famille. Pourquoi? Le dossier contenait des fragments de correspondance entre Édouard et un médecin parisien spécialisé dans les troubles de l'esprit. Amélie aurait manifesté des comportements que son père jugeait inacceptables. Elle refusait le mariage arrangé avec un riche industriel lyonnais.
Elle lisait des livres interdits sur l'occultisme et la magie. Elle affirmait entendre des voix et voir des visions. Édouard, terrifié par le scandale que pourraient causer ses excentricités, avait décidé de la soigner lui-même, en l'isolant complètement du monde extérieur. Mais l'isolement s'était transformé en torture. Amélie avait passé des mois dans cette cellule improvisée, nourrie au minimum, privée de lumière naturelle, sombrant peu à peu dans une folie qui n'avait rien de naturel, mais tout d'une création humaine, d'une monstruosité familiale. Quand elle était finalement morte, le certificat de décès avait été falsifié, le médecin de famille grassement payé pour garder le silence. On l'avait enterrée discrètement, de nuit, dans le caveau familial, avec une cérémonie expédiée. Personne au village n'avait posé de questions. Les Belmont étaient trop puissants, trop respectés. Mais Amélie, même morte, n'avait pas oublié. Elle n'avait pas pardonné. Et 3 ans après son dernier souffle, elle était revenue réclamer justice à sa manière. Le dossier contenait également des témoignages de villageois qui n'avaient jamais osé parler officiellement. La veuve Mercier, qui habitait la maison la plus proche du domaine, racontait qu'elle avait vu la nuit du 14 octobre une lueur étrange émaner des fenêtres du domaine des ombres. Ce n'était pas la lumière chaude des chandelles ou des lampes à huile, mais une phosphorescence bleutée, froide, qui pulsait comme un cœur battant. Elle avait entendu des chants, ou peut-être des lamentations, portées par le vent mistral. Et elle avait juré, la main sur la Bible, qu'elle avait vu une jeune fille en robe blanche marcher dans le jardin, ses longs cheveux noirs flottant autour d'elle comme des serpents vivants, se dirigeant vers la maison d'un pas lent, inexorable. Le boulanger, M. Roussel, avait confié à son fils avant de mourir qu'il avait livré du pain au domaine le matin du 15 octobre. La porte était ouverte. Il était entré par habitude. Dans le vestibule, il avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais pu effacer de sa mémoire. Tous les portraits accrochés au mur avaient été retournés, sauf un seul, celui d'Amélie, peint 2 ans avant sa mort. Et sur ce portrait, quelqu'un, ou quelque chose, avait peint une auréole rouge autour de sa tête, comme une couronne de sang. Il avait fui en abandonnant son panier, n'était jamais retourné au domaine et avait fait des cauchemars jusqu'à son dernier jour. Le curé du village, le père Augustin Moreau, avait lui aussi laissé un témoignage, retrouvé dans ses archives personnelles après sa mort en 1910. Il admettait avoir refusé de bénir le domaine des ombres après les événements d'octobre 1892, non par superstition, mais parce qu'il avait senti dans cette maison une présence qu'aucune eau bénite ne pourrait chasser. Il avait tenté un exorcisme, une seule fois à la demande désespérée de Marguerite Belmont, quelques jours avant sa descente définitive dans la folie. Mais à peine avait-il commencé à réciter les prières latines que les bougies s'étaient éteintes simultanément, malgré l'absence de courant d'air. Une voix féminine, jeune et emplie d'une rage glaciale, avait résonné dans la pièce. « Partez. Ceci ne vous concerne pas. Cette dette est entre eux et moi. » Le père Moreau avait obéi, terrorisé. Il avait écrit dans son journal « J'ai combattu le mal sous de nombreuses formes dans ma vie de prêtre, mais ce que j'ai ressenti dans cette maison n'était pas le diable. C'était quelque chose de plus terrible encore. Une justice vengeresse venue d'au-delà du voile. Une colère légitime qui ne connaîtrait ni pitié ni repos tant que le sang versé n'aurait pas été payé. » Les pages suivantes du dossier étaient encore plus fragmentées. Comme si quelqu'un avait essayé de détruire ces documents mais n'avait pas été jusqu'au bout, peut-être pris par le temps, peut-être par la peur. On y trouvait des coupures de journaux locaux, soigneusement collées, racontant comment le domaine des ombres avait été mis en vente en 1893, mais qu'aucun acheteur ne s'était présenté malgré un prix ridiculement bas. Les rares personnes qui avaient osé visiter la propriété en ressortaient pâles, refusant d'en dire davantage, signant des clauses de confidentialité contre de l'argent, puis quittant la région peu après. Un notaire marseillais écrivait dans une lettre confidentielle « Je ne peux pas expliquer ce que nous avons vécu dans cette maison. Les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a jamais été vide, jamais, même quand il n'y avait personne dedans. » En 1895, la mairie de Roussillon avait tenté de démolir le bâtiment, considérant qu'il représentait un danger public et nuisait à la réputation du village qui voyait son tourisme s'effondrer. Mais les ouvriers refusaient de travailler. Les équipes se succédaient, aucune ne tenait plus de 2 jours. Ils racontaient tous la même chose.
les outils qui disparaissaient pour réapparaître dans des endroits impossibles, les murs qui semblaient se réparer d'eux-mêmes pendant la nuit. Et surtout cette présence, cette sensation constante d'être observé par des yeux invisibles, mais intensément réels. 2 ouvriers furent blessés dans des accidents inexplicables. L'un chuta d'un échafaudage qui s'était effondré sans raison apparente, l'autre fut écrasé par une poutre qui se détacha toute seule du plafond. Le contremaître nota dans son rapport final: « Cette maison ne veut pas mourir. Elle est habitée par quelque chose qui la protège ou qui l'utilise pour ses propres desseins. Je recommande d'abandonner le projet. » Finalement, en 1887, les autorités décidèrent de sceller le domaine des ombres. Toutes les portes et fenêtres furent condamnées avec des planches épaisses et des chaînes. Des pancartes « Propriété privée »,« Danger »,« Accès interdit » furent installées tout autour du terrain. Et pendant des décennies, la maison resta là, visible depuis la route principale, silencieuse mais menaçante, comme une plaie ouverte dans le paysage provençal. Les cyprès qui l'entouraient poussèrent de manière anarchique, formant une forêt sombre et impénétrable. Les villageois changeaient de trottoir pour l'éviter. Les enfants se lançaient des défis. Qui oserait toucher le portail rouillé? Mais aucun n'osait jamais aller plus loin, car même les plus téméraires sentaient que franchir cette limite reviendrait à signer leur arrêt de mort. Le dossier contenait aussi des témoignages plus récents, datant des années 1920 et 1930. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats déserteurs cherchant un refuge s'étaient introduits dans la propriété. Seul l'un d'eux en était ressorti, 2 semaines plus tard, hagard, amaigri, délirant. Il ne cessait de répéter « Elle est toujours là. Elle ne pardonne pas, elle attend que quelqu'un vienne et alors elle montre ce qu'ils lui ont fait. Elle fait ressentir la faim, la soif, l'obscurité, la solitude. Et ensuite elle prend. » L'homme fut interné dans un asile psychiatrique où il mourut 1 an plus tard, refusant toute nourriture, convaincu qu'Amélie viendrait le chercher s'il tentait de survivre. Dans les années 1930, un groupe d'étudiants parisiens passionnés de spiritisme et de paranormal décida d'enquêter sur le domaine des ombres. Ils s'installèrent pour une nuit, équipés de carnets, de bougies et d'une planche de Ouija. Au petit matin, les gendarmes les retrouvèrent éparpillés dans différentes pièces de la maison, tremblants, incohérents. Leur carnet d'observation révélait une progression terrifiante. Au début, des bruits ordinaires qu'ils attribuaient au vent ou aux rongeurs, puis des phénomènes plus étranges, des voix chuchotées, des ombres qui bougeaient contre la logique de la lumière, une température qui chutait brusquement dans certaines pièces. Et enfin, vers 3 heures du matin, l'horreur absolue. L'un d'eux avait écrit d'une main tremblante « Elle est apparue ». Pas un fantôme translucide comme dans les histoires. Quelque chose de solide, de réel. Une jeune fille aux yeux noirs, vêtue d'une robe tachée. Elle nous a regardés un par un, et dans son regard nous avons vu tout ce qu'elle a enduré. Nous avons ressenti sa douleur. C'était insupportable. Nous ne méritons pas de vivre après avoir vu cela. Personne ne devrait voir cela. 2 des étudiants se suicidèrent dans les mois qui suivirent. Les autres furent internés ou disparurent, changeant d'identité, fuyant leur passé et ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là. Le dossier contenait même une lettre de l'un d'eux, écrite en 1945, peu avant sa mort. Il y confessait « J'ai vécu l'enfer de 2 guerres mondiales. J'ai vu des hommes déchiquetés par les obus, des villes entières réduites en cendres. Mais rien, absolument rien, ne se compare à ce que j'ai ressenti dans cette maison. Amélie Belmont n'est pas un fantôme. Elle est quelque chose de plus ancien, de plus puissant. Elle est devenue la gardienne de sa propre souffrance et elle l'a fait partager à quiconque franchit son seuil. Si vous lisez ces mots, je vous en supplie, laissez cette maison tranquille. Certains lieux ne sont pas faits pour les vivants. » Pourtant, malgré tous ces avertissements, le domaine des ombres continuait d'attirer les curieux. Dans les années 1950, des adolescents s'y introduisirent lors d'une soirée arrosée. Aucun n'en reparla jamais publiquement, mais l'un d'eux, devenu alcoolique, confia à son frère sur son lit de mort. « Nous avons vu la chambre secrète. Les cordes étaient encore là, et sur le mur, les mots, ces mots gravés. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le sang, du sang frais qui coulait le long du mur, formant des flaques sur le sol. Nous avons couru, nous avons fui. Mais je sais qu'elle nous a suivis. Pendant toutes ces années,
Je l'ai sentie dans mon dos, et maintenant qu'approche ma mort, je sais qu'elle vient me chercher. Le dossier se terminait sur une note énigmatique datée de 1966, un an avant sa découverte. C'était un rapport officiel de la gendarmerie concernant la disparition d'un promoteur immobilier marseillais, Lucien Gardet, qui avait manifesté son intention d'acheter le terrain du domaine des Ombres pour y construire un complexe hôtelier. Il avait été vu pour la dernière fois se rendant à la propriété avec un architecte et un géomètre. Sa voiture fut retrouvée garée devant le portail rouillé, les clés encore sur le contact. À l'intérieur de la maison, les gendarmes trouvèrent l'architecte et le géomètre, assis côte à côte dans le salon, dans le même état catatonique que les Belmont 74 ans plus tôt. De Lucien Gardet, aucune trace. Il ne fut jamais retrouvé. Les recherches furent abandonnées après 3 semaines, et le domaine des Ombres resta debout, inviolé, attendant. La dernière page du dossier portait une annotation manuscrite, ajoutée par quelqu'un dont l'identité restait mystérieuse. J'ai lu tous ces documents. J'ai mené ma propre enquête. J'ai interrogé les derniers témoins encore vivants. Et j'ai compris une chose. Amélie Belmont n'a jamais quitté cette maison parce qu'elle ne le veut pas. Elle est devenue la maison. Chaque pierre, chaque poutre, chaque recoin porte sa souffrance, sa colère, sa soif de justice. Ceux qui y entrent ne sont pas victimes d'un fantôme vengeur. Ils deviennent participants malgré eux d'un jugement éternel. Ils vivent ce qu'elle a vécu. Et pour ceux dont le cœur ne peut supporter ce poids, il ne reste que la folie ou la mort. Le domaine des Ombres n'est pas hanté. Il est vivant et il se nourrit de ceux qui osent ignorer ses avertissements. Aujourd'hui, en 2025, le domaine des Ombres existe toujours, bien que peu de gens connaissent son histoire complète. Le dossier fut remis aux archives départementales après sa découverte, classé sous le sceau du secret pour raisons de santé publique. Officiellement, la maison est en ruine, dangereuse, promise à une démolition qui ne vient jamais. Officieusement, ceux qui savent évitent d'en parler, car certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées, certaines vérités ne sont pas faites pour être révélées. Et certains lieux doivent rester intouchés, non par respect pour les morts, mais par peur de ce que les morts pourraient faire aux vivants. Le village de Roussillon a prospéré malgré l'ombre portée par le domaine. Le tourisme y est florissant, attiré par les ocres magnifiques et les paysages de cartes postales. Mais les guides touristiques ne mentionnent jamais le domaine des Ombres. Les habitants ne répondent pas aux questions des visiteurs curieux qui ont entendu parler d'une maison hantée, quelque part dans les environs. Et quand parfois un touriste trop aventureux s'égare sur le chemin menant à la propriété, il est rapidement redirigé poliment mais fermement vers d'autres attractions. Car les villageois savent, ils ont toujours su, et ils transmettent ce savoir de génération en génération, non comme une légende, mais comme un avertissement. Il existe une règle non écrite à Roussillon. Ne jamais parler d'Amélie Belmont après le coucher du soleil, ne jamais prononcer son nom 3 fois de suite, ne jamais regarder vers le domaine des Ombres depuis la route, surtout les nuits sans lune. Car ceux qui l'ont fait, ceux qui ont défié ces superstitions avec arrogance ou curiosité, ont tous rapporté la même expérience, une silhouette blanche, immobile, visible dans l'une des fenêtres du premier étage, qui les fixait avec une intensité insoutenable. Et pendant les jours qui suivaient, ils se sentaient suivis, observés, jugés. Certains ont déménagé. D'autres ont appris à vivre avec cette présence. Tous ont compris qu'il existe des limites qu'il ne faut jamais franchir. Le dossier sanglant de la famille Belmont reste aujourd'hui l'un des mystères les plus troublants de Provence. Non parce qu'il manque d'explications, les faits sont là, documentés, vérifiables, mais parce qu'il pose une question à laquelle personne ne veut vraiment répondre. Que se passe-t-il quand l'injustice est si profonde, la souffrance si intense qu'elle transcende la mort elle-même? Que se passe-t-il quand une âme refuse de partir, non par attachement au monde des vivants, mais par détermination à ce que sa vérité soit connue, à ce que son calvaire soit reconnu? Amélie Belmont n'a jamais eu droit à un procès. Personne n'a payé pour ce qu'on lui a fait. Son père, sa mère, son frère ont tous échappé à la justice humaine, mais pas à la sienne. Et peut-être est-ce là le véritable message du domaine des Ombres. Il existe une forme de justice qui opère au-delà des lois, des tribunaux, des conventions sociales. Une justice primale, absolue, qui ne connaît ni prescription ni pardon. Une justice qui attend, patiente, éternelle, que les coupables viennent à elle. Et quand ils viennent,
ou quand d'autres viennent par curiosité, par défi, par accident, elle frappe avec une précision et une cruauté qui reflètent exactement ce qu'elle a elle-même subi. Alors, si jamais vous vous trouvez en Provence, si jamais vous passez près de Roussillon par une nuit d'octobre, et si jamais vous apercevez au loin une bâtisse sombre entourée de cyprès noirs, ne vous arrêtez pas. Ne posez pas de questions. N'essayez pas de comprendre. Car certaines histoires ne demandent pas à être comprises, elles demandent simplement à être respectées. Et le domaine des ombres, avec son habitante immortelle, demande avant toute une chose, qu'on le laisse en paix. Ou plutôt, qu'on le laisse dans sa guerre éternelle contre l'oubli, dans sa mission sacrée de rappeler au monde que le mal commis ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme. Il attend. Il se venge. Les archives départementales conservent encore aujourd'hui une photographie prise en 1964 par un journaliste du Provençal qui enquêtait sur les légendes locales. La photo montre la façade du domaine des ombres, ses volets clos, ses murs rongés par le temps. Mais si l'on observe attentivement, en agrandissant l'image, on peut distinguer quelque chose dans la fenêtre du grenier, une forme humaine, floue mais indéniable, qui semble regarder directement l'objectif. Le journaliste a refusé de publier son article. Quand ses collègues lui ont demandé pourquoi, il a simplement répondu « parce que certaines histoires ne devraient jamais être racontées, et parce que cette chose dans la fenêtre m'a suivi jusqu'à Marseille ». Il a quitté son emploi le mois suivant et a déménagé à Paris, refusant désormais de mettre les pieds en Provence. En 1978, un réalisateur de documentaires horrifiques parisien, Jean-Marc Valois, obtint l'autorisation exceptionnelle de filmer à l'intérieur du domaine des ombres. Son projet était ambitieux, créer le premier documentaire véridique sur une maison réellement hantée, avec témoignages historiques et preuves scientifiques. Il arriva à Roussillon avec une équipe de 6 personnes, un caméraman, un preneur de son, 2 assistants, un historien et un parapsychologue. Les villageois les regardèrent avec un mélange de pitié et de résignation. Le maire de l'époque, Louis Fontaine, tenta de les dissuader. « Je ne peux pas vous interdire d'y aller, mais je vous supplie de reconsidérer. Cette maison a détruit plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. » Valois, confiant et rationnel, balaya ces avertissements d'un revers de main. Il était venu pour démystifier, pour expliquer scientifiquement ce que la superstition avait transformé en légende. L'équipe passa 3 jours et 3 nuits dans le domaine des ombres. Les rushs de tournage furent retrouvés 2 semaines plus tard dans la maison abandonnée. Les caméras étaient encore en fonction, tournant dans le vide. Ces enregistrements, saisis par la police et aujourd'hui conservés dans les archives sous scellés, constituent le témoignage le plus glaçant de ce qui se passe réellement entre ces murs maudits. Le premier jour semble normal. L'équipe visite les pièces, commente l'architecture. L'historien explique l'histoire de la famille Belmont. Le parapsychologue effectue des mesures avec ses instruments, notant quelques anomalies électromagnétiques qu'il attribue à de vieilles installations électriques défectueuses. Le deuxième jour, l'atmosphère change. On entend dans les enregistrements que les conversations deviennent plus tendues. Le caméraman se plaint de migraines persistantes. Le preneur de son affirme capter des voix sur ces enregistrements, des chuchotements en français ancien qu'il ne peut pas identifier. Valois commence à montrer des signes d'irritation, reprochant à son équipe de se laisser influencer par les histoires locales. Mais lui-même semble mal à l'aise. À plusieurs reprises, on le voit regarder par-dessus son épaule, comme s'il sentait une présence. La nuit du deuxième jour, les caméras installées en mode veille capturent des phénomènes inexplicables. Des portes qui s'ouvrent et se ferment sans intervention humaine, des ombres qui passent devant les objectifs, alors que toute l'équipe dort dans le salon principal, et surtout, cette silhouette blanche qui apparaît pendant exactement 3 secondes dans le cadre avant de disparaître, laissant derrière elle une traînée lumineuse, bleutée. Le troisième jour, tout bascule. Les enregistrements deviennent chaotiques. On entend des cris, des courses précipitées dans les escaliers, des voix paniquées. Valois hurle des ordres contradictoires. Le parapsychologue supplie qu'on quitte immédiatement les lieux, affirmant que l'entité n'est pas seulement active, elle est hostile et puissante au-delà de tout ce qu'il a jamais rencontré. La caméra principale tombe au sol et continue de filmer pendant plusieurs minutes sous un angle étrange. On voit des pieds qui courent, des corps qui s'effondrent, et puis, soudain, le silence. Un silence absolu, oppressant. La caméra filme pendant encore 2 heures. Rien ne bouge,
Personne ne parle, jusqu'à ce qu'une paire de pieds nus, blancs comme la craie, entre lentement dans le champ de vision. Ce sont des pieds de femme, petits, délicats. Ils avancent lentement vers la caméra. L'image se brouille. Des parasites envahissent l'écran. Et puis plus rien, la bande s'arrête. Jean-Marc Valois et son équipe furent retrouvés par les gendarmes 2 semaines plus tard, après que la production parisienne ait signalé leur disparition. Ils étaient tous les 6 dans le salon principal, assis autour de la table, dans la même position que les Belmont en 1892, état catatonique complet. Ils furent hospitalisés à Marseille, puis transférés dans différents établissements psychiatriques à travers la France. Valois ne retrouva jamais la parole. Il mourut en 1983, toujours enfermé dans son silence, ses yeux vides fixant un point invisible que lui seul pouvait voir. Le caméraman, lui, retrouva partiellement ses capacités cognitives après 3 ans de traitement intensif. Mais il ne put jamais expliquer ce qui s'était passé ce 3e jour. Tout ce qu'il répétait encore et encore, c'était « Elle nous a montré, elle nous a fait vivre, la faim, la soif, l'obscurité, la solitude, des mois en quelques heures. Nous avons tout ressenti, et ensuite, elle nous a libérés. » Mais pas vraiment, car une partie de nous est restée là-bas, pour toujours. Cette tragédie marqua un tournant. Les autorités décidèrent que le domaine des ombres devait être placé sous surveillance permanente. Un décret préfectoral de 1979 fit de la propriété une zone interdite d'accès, avec des peines d'emprisonnement pour quiconque tenterait d'y pénétrer. Des patrouilles régulières furent instaurées. Un mur d'enceinte fut érigé, surmonté de barbelés. Des panneaux avertisseurs furent multipliés. Mais malgré toutes ces mesures, des intrusions continuaient à se produire. Des adolescents en quête de sensations fortes, des chasseurs de fantômes amateurs. Des occultistes convaincus de pouvoir communiquer avec Amélie ou de libérer son esprit. Aucun n'en ressortit indemne. En 1987, une équipe de médiums italiens célèbres, dirigée par la fameuse Sofia Malatesta, obtint l'autorisation d'effectuer une séance de communication spirituelle dans la maison, sous surveillance policière stricte. Malatesta était réputée pour avoir nettoyé des dizaines de lieux hantés à travers l'Europe. Elle était confiante, presque arrogante. « Qu'à l'esprit d'Amélie Belmont souffre et cherche la paix, je vais la lui apporter. » La séance dura moins de 15 minutes. Les gendarmes présents racontèrent qu'à peine Malatesta eut-elle commencé ses invocations, qu'une violente bourrasque de vent traversa le salon, éteignant toutes les bougies. La température chuta brusquement, et une voix résonna, claire, forte, emplie d'une rage indescriptible. « Je ne cherche pas la paix, je cherche la justice, et je l'obtiens encore et encore de tous ceux qui osent me défier, me juger, me réduire à un simple fantôme pitoyable. Je suis Amélie Belmont. Je suis la gardienne de ma propre histoire. Et cette maison est mon tribunal éternel. » Sofia Malatesta s'effondra immédiatement, victime d'une crise cardiaque. Elle survécut, mais abandonna sa carrière de médium le jour même. Dans sa dernière interview, accordée à un journal romain en 1988, elle déclara « Il existe des esprits perdus qui cherchent la lumière. Il existe des âmes tourmentées qui ont besoin d'aide. Et puis, il existe des entités comme Amélie Belmont qui ont dépassé la mort pour devenir quelque chose d'autre. Elle n'est pas un fantôme au sens traditionnel. Elle est devenue un archétype, une force de la nature, l'incarnation même de la vengeance justifiée. On ne peut pas l'aider. On ne peut pas la combattre. On peut seulement la respecter, reconnaître sa douleur et la laisser accomplir ce qu'elle doit accomplir. Dans les années 1990, avec l'avènement d'Internet, l'histoire du domaine des ombres commença à circuler au-delà des frontières de la Provence. Des forums dédiés au paranormal en discutaient, des blogueurs spécialisés publièrent des articles, des vidéos YouTube apparaissaient, montrant la maison filmée depuis la route avec des commentaires sensationnalistes. Inévitablement, cela attira encore plus de curieux. En 1998, un groupe d'étudiants américains en échange à Aix-en-Provence décida de prouver que toute cette histoire n'était qu'une légende urbaine. Ils s'introduisirent dans la propriété de nuit, équipés de caméras et de lampes torches. Leurs vidéos, retrouvées plus tard et diffusées malgré l'interdiction des autorités, montraient leur progression joyeuse et insouciante à travers le jardin envahi de mauvaises herbes. Ils riaient, plaisantaient, imitaient des voix de fantômes. Puis ils entrèrent dans la maison. Les 20 premières minutes de la vidéo sont relativement normales. Ils explorent les pièces en ruine, commentent l'état de délabrement,
font des blagues stupides. Puis l'un d'eux, une jeune fille prénommée Sarah, s'arrête brusquement au milieu d'un couloir. « Vous entendez ça ?» demande-t-elle. Les autres font silence. On entend distinctement dans l'enregistrement une mélodie de boîte à musique, lointaine mais claire. « C'est juste le vent dans les tuyaux », dit l'un des garçons, mais sa voix tremble légèrement. Ils continuent, montent au premier étage. Là, ils découvrent une porte qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant, presque invisible, dissimulée dans la boiserie. Elle est légèrement entr'ouverte. Sarah s'approche, pousse la porte. Derrière, un escalier étroit monte vers le grenier. « Ne montons pas là », supplie l'un des étudiants. Mais la curiosité l'emporte. Ils grimpent. Le grenier est plongé dans l'obscurité. Leurs lampes torches balaient l'espace poussiéreux, révélant des meubles couverts de draps, des cartons moisis, des toiles d'araignée épaisses comme des voiles. Et au fond, cette fausse cloison entr'ouverte, révélant la chambre secrète. Ils s'approchent, fascinés malgré leur peur croissante. La caméra entre dans la pièce. On voit la chaise avec les cordes. On voit les inscriptions sur le mur, toujours visibles après plus d'un siècle. Et on voit aussi quelque chose d'autre, quelque chose que les enquêteurs précédents n'avaient jamais mentionné. Au centre de la pièce, tracé sur le sol, avec ce qui ressemble à de la cendre, ou peut-être à de la poussière d'os, un cercle parfait, et à l'intérieur, un symbole complexe que personne ne peut identifier. Sarah fait un pas en avant. « Il ne faut pas », dit l'un des garçons. Mais il est trop tard. Elle est entrée dans le cercle. Immédiatement, toutes les lampes s'éteignent. L'obscurité est totale. On entend des cris de panique, des courses désordonnées, des chocs contre les murs. La caméra tombe au sol, mais continue d'enregistrer, ne captant plus que du noir total et des sons terrifiants, des pleurs, des supplications, et cette voix de jeune fille qui dit encore et encore « Maintenant vous savez, maintenant vous comprenez, maintenant vous êtes mien ». Les étudiants américains furent retrouvés le lendemain matin par les gendarmes alertés par leurs camarades restés à Aix. Ils erraient sur la route départementale, en état de choc, incapables de se souvenir comment ils étaient sortis du domaine. Sarah avait disparu. Les recherches furent menées pendant 3 semaines, impliquant la police locale, des équipes cynophiles, même des hélicoptères. Aucune trace d'elle ne fut jamais retrouvée. Officiellement, elle est portée disparue. Officieusement, ceux qui connaissent l'histoire savent exactement où elle se trouve. Quelque part dans le domaine des ombres, prisonnière comme Amélie l'avait été, condamnée à revivre éternellement les derniers mois de sa vie. Car c'est là le véritable pouvoir d'Amélie. Elle ne tue pas, elle capture. Elle transforme ses victimes en échos d'elle-même, les forçant à expérimenter sa souffrance, encore et encore, pour l'éternité. Après cette tragédie, les autorités renforcèrent encore la sécurité. Des caméras de surveillance furent installées tout autour du périmètre. Un gardien fut posté 24 heures sur 24. Mais étrangement, malgré toutes ces mesures, les intrusions ne cessèrent pas complètement. Car il existait toujours des personnes qui refusaient de croire, qui pensaient être plus intelligentes, plus fortes, capables de résister là où d'autres avaient échoué. L'orgueil humain est une chose extraordinaire, et le domaine des ombres semblait l'attirer comme un aimant. En 2003, un écrivain britannique spécialisé dans le paranormal, Edmund Blackwood, contacta les autorités françaises avec une proposition inhabituelle. Il voulait passer une nuit dans le domaine des ombres, seul, sans équipement électronique, simplement avec un carnet et un stylo. Son but, écrire le récit définitif de l'esprit d'Amélie Belmont, non pas comme un documentaire ou une enquête, mais comme une œuvre littéraire qui rendrait justice à son histoire. Blackwood était respecté dans son domaine, auteur de plusieurs ouvrages sur les lieux hantés d'Europe. Il avait passé des nuits dans les châteaux les plus terrifiants d'Écosse, dans les catacombes de Paris, dans les asiles abandonnés d'Allemagne. Il était convaincu qu'avec le respect approprié et une approche empathique, il pourrait communiquer avec Amélie d'une manière que personne n'avait tenté auparavant. Après des mois de négociations et de dérogations exceptionnelles, l'autorisation lui fut accordée. Le 11 octobre 2003, exactement 111 ans après les événements de 1892, Edmund Blackwood entra dans le domaine des ombres au coucher du soleil. Les gendarmes scellèrent la porte derrière lui. Il devait ressortir le lendemain matin à l'aube. Toute la nuit, les caméras de sécurité extérieure enregistrèrent la maison. Aucune lumière ne s'alluma, aucun mouvement visible, juste cette bâtisse silencieuse sous la lune provençale. À 6 heures du matin,
Les gendarmes ouvrirent la porte. Edmund Blackwood était assis dans le vestibule, son carnet serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts, un sourire étrange sur les lèvres. Il était vivant, conscient, mais transformé. Il refusa de parler pendant le trajet jusqu'au poste de gendarmerie. Il refusa de voir un médecin. Il demanda simplement qu'on le laisse rentrer dans son hôtel. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'il accepta enfin de donner un témoignage, enregistré par le commissaire de Roussillon. Cet enregistrement, lui aussi classé dans le dossier Belmont, est probablement le plus étrange de tous. Blackwood ne parlait pas comme un homme traumatisé ou terrorisé. Il parlait avec révérence, presque avec amour. « Amélie n'est pas ce que vous croyez, commença-t-il. Elle n'est pas un monstre, elle n'est pas une entité maléfique, elle est juste, seule, infiniment seule. Elle m'a montré sa vie, pas comme une vision ou un rêve, mais comme si je la vivais moi-même. J'ai été elle. J'ai ressenti chaque instant de sa courte existence. L'enfance heureuse, puis les changements, les restrictions imposées par son père, l'incompréhension de sa famille face à sa sensibilité, à son intelligence. Et puis, la trahison finale. Quand elle a refusé le mariage arrangé, quand elle a osé dire non, ils l'ont enfermée. Ils ont décidé qu'elle était folle, qu'elle devait être corrigée. Des mois dans cette chambre, des mois à appeler à l'aide, à supplier, à promettre qu'elle serait obéissante si seulement il la libérait. Personne ne vint. Personne ne l'écouta. Elle mourut là, seule, affamée, déshydratée, brisée, mais son esprit refusa de partir, car partir signifierait accepter, et elle n'acceptera jamais. Blackwood marqua une pause, ses mains tremblant légèrement. Mais voici ce que personne ne comprend. Amélie ne veut pas de victimes innocentes. Elle veut que son histoire soit connue. Elle veut que le monde sache ce qu'on lui a fait. Tous ceux qui sont entrés dans cette maison avec arrogance, avec mépris, avec l'intention de la réduire à un simple phénomène paranormal, elle les a punis. Mais moi, je suis venu avec respect, avec l'intention d'écouter, et elle m'a parlé. Pas avec des mots, pas avec des manifestations effrayantes. Elle m'a parlé en partageant son expérience, et maintenant je comprends. Le domaine des ombres n'est pas hanté, il est habité. Habité par une âme qui refuse l'oubli, qui exige la reconnaissance, qui demande simplement qu'on se souvienne d'elle non pas comme d'un fantôme, mais comme d'une personne, d'une jeune femme qui fut victime d'une injustice terrible. Le commissaire demanda alors « Allez-vous écrire votre livre ?» Blackwood secoua la tête lentement. « Non, car Amélie m'a demandé de ne pas le faire. Pas encore. Elle dit que le moment n'est pas venu, que le monde n'est pas prêt. Que trop de gens viendraient encore pour les mauvaises raisons. Elle préfère attendre. Attendre que quelqu'un vienne, quelqu'un qui comprendra vraiment, quelqu'un qui pourra raconter son histoire de la manière dont elle mérite d'être racontée. Jusqu'à ce jour, elle restera dans sa maison, gardienne de sa propre mémoire, punissant ceux qui la profanent, accueillant ceux qui la respectent. » Edmund Blackwood quitta la France le lendemain. Il ne publia jamais le livre qu'il avait prévu d'écrire. Il mourut en 2015, et dans son testament, il légua son carnet de cette nuit-là aux archives de Roussillon, avec instruction qu'il soit scellé jusqu'en 2050. Pourquoi cette date? Personne ne le sait. Peut-être Amélie elle-même lui avait-elle indiqué cette échéance. Peut-être pensait-il qu'à cette date, le monde aurait suffisamment changé pour comprendre vraiment l'histoire d'Amélie sans la transformer en spectacle ou en attraction morbide. Aujourd'hui, en 2025, le domaine des ombres continue d'exister. Silencieux mais présent, comme une plaie qui refuse de guérir dans le paysage provençal. Les mesures de sécurité sont toujours en place, bien que moins strictes qu'auparavant. Les intrusions sont devenues rares, peut-être parce que l'histoire s'est suffisamment répandue pour dissuader les curieux. Peut-être parce qu'Amélie elle-même, d'une certaine manière, a obtenu ce qu'elle voulait, être reconnue, être commémorée, ne pas être oubliée. En 2018, la mairie de Roussillon a installé une plaque commémorative discrète à l'entrée du village qui dit simplement « À la mémoire d'Amélie Belmont, 1872 et 1889 », que son histoire nous rappelle que la justice et la compassion doivent toujours prévaloir sur la cruauté et l'orgueil. Ce fut un geste controversé. Certains villageois pensaient que cela attirerait encore plus d'attention. D'autres pensaient que c'était le minimum que l'on devait à cette jeune femme dont la vie avait été volée. Depuis l'installation de cette plaque, les manifestations paranormales au domaine des ombres auraient, selon certains témoins, diminué en intensité, comme si Amélie avait enfin reçu une reconnaissance officielle de son existence
et de sa souffrance. Mais personne n'ose prétendre que la maison est libérée ou en paix. Car la nuit, quand le mistral souffle à travers les cyprès noirs, quand la lune éclaire les façades décrépites, on peut encore voir, si l'on regarde attentivement, une lueur bleue et froide danser derrière les fenêtres condamnées. On peut encore entendre, si l'on tend l'oreille, la mélodie lointaine d'une boîte à musique portée par le vent. Et on peut encore sentir, si l'on s'approche trop près du portail rouillé, cette présence invisible mais indéniable qui observe, qui juge, qui attend. Car Amélie Belmont n'est pas partie. Elle ne partira jamais. Le domaine des ombres est son royaume éternel, son sanctuaire et sa prison, le lieu où elle exerce sa justice implacable et où elle préserve la mémoire de ce qu'elle fut et de ce qu'on lui fit. Et tant qu'il existera des gens qui commettent des injustices, qui abusent de leur pouvoir, qui trahissent ceux qu'ils devraient protéger, l'esprit d'Amélie Belmont restera là, témoin silencieux et juge impitoyable, rappelant à tous que certains crimes ne peuvent jamais être pardonnés, que certaines souffrances ne peuvent jamais être effacées, et que certaines âmes ne trouvent jamais le repos, car elles ont choisi la vengeance éternelle plutôt que l'oubli paisible de la mort.